Matin, la route au milieu de la ville était encombrée par des voitures qui klaxonnaient bruyamment. Les gens dans les transports en commun se pressaient et se poussaient les uns les autres en raison du manque d'espace. Le bus s'est arrêté à l'arrêt. Les gens dans la foule étaient en colère à cause du pandémonium et se sont même criés dessus en essayant d'entrer. Il y avait peu de monde et seulement 2 voitures près du grand bâtiment blanc. L'autobus a freiné et les roues ont grincé bruyamment lorsque la porte s'est ouverte. Un grand nombre de personnes sont sorties du véhicule, et elles se sont toutes dirigées dans une direction. Le jeune homme avec un sac à dos vert sur la poitrine respirait lourdement, essuyant son visage en sueur et disant que la route vers l'université était l'enfer dans sa forme la plus pure. Le jeune homme fronça les sourcils en essayant de se rappeler comment il était arrivé ici au cours de sa première année, puis conclut qu'il devait soit abandonner, soit se rapprocher. Le jeune homme tressaillit quand quelqu'un derrière lui dit que c'était étrange d'entendre cela de la part d'un sergent des forces spéciales à la retraite. Le jeune homme au pull marron a dit à Sunwoo avec un sourire que 2 heures d'entraînement lui auraient tellement épuisé tout le jus qu'il n'y retournerait pas. Ano pinça les lèvres avec mécontentement lorsque Sunwoo laissa entendre qu'il était grand temps pour lui de rejoindre l'armée. Ano serra la main dans un poing, fronça les sourcils et répondit que l'unification nationale gagnerait de toute façon. Sunwoo regarda Ano avec perplexité et dit qu'il était temps pour lui d'arrêter de faire des bêtises et de retarder son entrée dans l'armée à cause de Mion, la fille avec laquelle il avait rompu il y a longtemps. Ano baissa la tête, demandant au personnage principal de ne pas mentionner Mion, et Sunwoo se souvint qu'en première année, il avait dit de ne sortir avec personne à l'université. 2 filles descendaient les escaliers, à gauche desquels il y avait un parking. Les jeunes gens montèrent les marches. Ano tomba derrière Onho, et le visage du personnage principal montra de la confusion. Soudain, Sunwoo s'arrêta. Le jeune homme a regardé son ami avec un sourire et lui a demandé s'il pleurait. Ano, pointant son doigt vers le haut, a dit au personnage principal de regarder le ciel, et il a demandé sarcastiquement si Ano voyait le visage de Mion là-bas, haut dans le ciel. Le chiffre pâle de 99% était à peine visible. Ano pensa qu'il s'agissait de l'être et commença à paniquer, tandis que Sunwoo plissait les yeux, regardant attentivement le ciel. Le personnage principal a demandé avec un sourire si son ex-petit ami manquait tant à Ano, et le jeune homme a crié avec colère que quelque chose était écrit dans le ciel à propos du téléchargement de monstres. Ano pointa son doigt vers le ciel au-dessus de la bibliothèque, mais il n'y avait plus ni lettres ni chiffres. Les jeunes hommes regardaient silencieusement le ciel, qui était devenu tout à fait ordinaire et banal. Sunwoo attrapa Ano et commença à crier que son ami avait joué à trop de jeux, et maintenant il voyait des monstres dans le ciel. Le personnage principal a dit que Ano imaginait des choses et qu'il avait besoin de boire moins, et le jeune homme, se frottant le cou, n'a pas contesté cela. Ano se frappa alors violemment les joues avec ses paumes. Le jeune homme a suggéré de prendre un café pour se remonter le moral, mais Sunwoo a répondu qu'il n'avait pas le temps, car le professeur Kim arrive toujours à l'heure. Ano a dit avec un sourire que le personnage principal aura le temps de tout faire, car il est dans les forces spéciales, et Sunwoo n'a clairement pas apprécié cela. Ano, qui a failli tomber dans les escaliers, a dit qu'il avait vraiment vu ses lettres, et le personnage principal a dit à son ami d'arrêter. Sunwoo se dirigea vers l'ascenseur, où plusieurs personnes s'étaient déjà rassemblées. Il se dirigea vers la chambre 404. Le professeur Kim, un homme aux cheveux blonds et en costume, faisait une présentation aux étudiants. Sunwoo, dont les yeux se fermaient de somnolence, pensait qu'il avait encore besoin de boire du café. Le personnage principal ne voyait plus le professeur aussi clairement et pensait qu'il devait tenir un peu plus longtemps. Soudain, le jeune homme vit une table lumineuse au-dessus de lui, sur laquelle était écrite une question sur le type d'activité qui serait le plus utile dans un monde détruit. Le personnage principal regarda la table avec perplexité. Il a lu attentivement ce qui y était écrit. Le système a également informé que le choix doit être fait maintenant. Sunwoo se frotta les yeux avec ses mains, pensant qu'il imaginait cela. Soudain, les projecteurs suspendus dans le public ont commencé à scintiller avec des sons forts. Le personnage principal s'est figé alors que toute la classe plongeait dans l'obscurité totale. Les étudiants ont eu peur et ont commencé à crier en rivalisant les uns avec les autres, se levant de leur siège, et quelqu'un a même crié que c'était une éclipse. Sunwoo, dont le visage était couvert de sueur, réfléchissait sérieusement que dans une situation où toute la lumière disparaissait au milieu de la journée, il ne pouvait certainement pas s'agir d'une éclipse. Le gars aux cheveux blancs a décroché le téléphone et a crié d'horreur que son gadget ne fonctionnait pas. La fille aux cheveux bruns a levé les yeux avec de la peur dans les yeux et a demandé à ses camarades de classe s'ils voyaient la même chose qu'elle. Un hologramme au néon avec la même inscription est apparu dans les airs devant chaque élève. Le personnage principal a été choqué lorsqu'il s'est rendu compte qu'absolument tout le monde dans le public voit maintenant ce message. Soudain, l'inscription a changé, et maintenant les élèves pouvaient lire qu'il leur restait 15 secondes. Sunwoo ferma les yeux et se couvrit le visage avec ses mains, essayant de se cacher de la lumière aveuglante émanant des tables mystérieuses. Quand le jeune homme leva les yeux, il vit des cartes à jouer se matérialiser dans l'air. Ces cartes représentaient des magiciens et des chevaliers. Certaines représentaient également des prêtresses et des sorcières, et chaque carte avait un certain nombre d'étoiles dessinées dessus.
Les étudiants, voyant cela, ont paniqué et ont immédiatement décidé qu'ils ne toucheraient pas aux cartes car cela pourrait être dangereux. Cependant, Seung-woo, dont les épais sourcils noirs se déplaçaient vers l'arête de son nez, est arrivé à la conclusion que ne pas toucher à ces cartes était encore plus dangereux, car quelque chose allait se passer dans 15 secondes. Alors que le système indiquait qu'il restait 10 secondes, le personnage principal réfléchissait à ce qu'il devait faire exactement maintenant. Seung-woo a suggéré que cela pourrait être quelque chose comme le poker, mais le jeune homme ne pouvait pas prendre une décision aussi importante si rapidement. Le panneau sur la table a de nouveau changé, indiquant qu'il restait 8 secondes. Le personnage principal a paniqué, mais n'a rien fait. Entre-temps, il restait déjà 7 secondes. Seung-woo se retourna et vit que l'une des cartes commençait à briller beaucoup plus que les autres. Une épée est tombée de nulle part, et les étudiants qui étaient à proximité ont commencé à crier de peur et à esquiver l'arme. Le gars aux lunettes rondes regardait perplexe l'épée dans ses mains. Seung-woo se souvint soudain de l'une des cartes qui montrait une arme identique. Lorsqu'il restait 5 secondes, le personnage principal a serré les dents et s'est souvenu de ce qui était écrit sur cette table. Seung-woo remarqua que chaque carte avait un nombre différent d'étoiles. Le jeune homme ne comprenait toujours pas ce qui se passait, mais il décida fermement de prendre la carte qui avait le plus d'étoiles. Dès que Seung-woo a attrapé la carte, le texte sur la table a changé une fois de plus. Le système a informé que le personnage principal avait pris une carte de classe nécromancien 5 étoiles. Seung-woo regarda la carte dans ses mains, qui brillait d'un feu bleu vif, avec confusion. Le système informait que la sélection de première classe était terminée et que ceux qui ne choisissaient pas de carte devraient attendre la prochaine fois. Le personnage principal tressaillit de surprise et les autres élèves hurlèrent alors que les hologrammes et les cartes disparaissaient aussi vite qu'ils étaient apparus. La main de quelqu'un tenait soigneusement l'épée par la poignée. Le gars aux lunettes rondes a ramassé l'arme qui lui est tombée. Tandis que le gars regardait l'épée la bouche ouverte avec stupéfaction, d'autres étudiants lui posaient de nombreuses questions sur ce qui s'était passé. Le gars a expliqué qu'il avait choisi la carte du guerrier, et après cela, l'épée est apparue. En entendant cela, Seung-woo se demanda pourquoi il n'avait encore rien reçu, puisqu'il était devenu un nécromancien. Soudain, la porte du bureau fut défoncée dans un rugissement assourdissant. Un jeune homme en chemise blanche ensanglantée poussait des cris déchirants tandis qu'une certaine créature était assise sur son épaule avec un poignard à la main. L'étranger implorait bruyamment de l'aide tandis qu'un monstre aux yeux jaunes vifs le coupait assoiffé de sang avec un couteau. La seconde suivante, le gars est tombé au sol, éclaboussant son sang. Le monstre a poignardé le jeune homme à maintes reprises, et il a hurlé de douleur infernale. L'étranger tendit sa main ensanglantée et demanda de nouveau de l'aide. Tous les étudiants se sont cachés à distance, et Seung-woo se tenait le plus près du gars, paniqué. Puis la main du gars tomba faiblement sur le sol. Le monstre, serrant un poignard dans sa petite main, rit victorieusement et regarda le personnage principal d'un air prédateur. La créature sortit sa longue langue et commença à lécher le sang du mort. Les étudiants ont été effrayés par ce qu'ils ont vu et ont commencé à s'enfuir. Seung-woo s'est retrouvé seul dans le public avec le cadavre et le monstre. Le personnage principal ne savait pas quoi faire, car il comprenait que s'il se contractait, le monstre l'attaquerait immédiatement. Soudain, la créature hurla de manière assourdissante, révélant sa gueule accro. Certains étudiants ont demandé à Minso d'utiliser l'épée qui lui est tombée, mais le gars avait l'air trop effrayé. Minso voulait trouver une excuse pour lui-même, mais les étudiants ne l'ont pas écouté et l'ont poussé plus près du monstre. Seung-woo se retourna et demanda avec un sourire si Minso voulait l'aider. Minso a crié férocement, demandant ce que ses camarades de classe voulaient de lui. Le personnage principal, voyant une telle réaction, s'est rendu compte qu'il était fini. Le monstre poussa du sol et s'enfuit. Brandissant sa dague, il hurla bruyamment, se préparant à frapper. Seung-woo commença à fuir le monstre, pensant qu'il aurait dû s'enfuir plus tôt. Le jeune homme n'osa pas se détourner du monstre, car il pensait que cela le mettrait dans une position vulnérable. Seung-woo s'arrêta brusquement et se retourna. Il donna un coup de pied au monstre, qui laissa échapper un halètement étranglé et s'envola en arrière. Le monstre planta la dague dans le sol, ce qui l'empêcha de s'écraser contre le mur. Le personnage principal a crié aux autres élèves de ne pas avoir peur, car ce monstre ne pèse pas plus de 15 kg. Seung-woo attrapa une chaise. Il courut alors vers le monstre, avec l'intention de le tuer. Cependant, le jeune homme s'est arrêté parce que la chaise s'est coincée dans la pile de meubles. Le monstre vit cela et sourit de contentement, profitant du fait que Seung-woo jouait avec la chaise. Le monstre courut vers lui avec un grand cri. Le personnage principal serra les dents et fronça les sourcils, jurant à haute voix. Certaines chaises ont volé dans les airs. Seung-woo a porté un coup écrasant au monstre et il est tombé au sol. Le dossier de la chaise s'enfonça dans le cou du monstre, une flaque de sang frais coulant de sa bouche ouverte. Seung-woo, tenant la chaise dans ses mains, respirait fortement, et le reste des étudiants regardaient en silence. Le système a signalé que le personnage principal avait reçu 10 pièces d'or pour avoir tué le gobelin. Le jeune homme essuya son visage en sueur avec sa main et regarda l'hologramme avec perplexité. Minsu serra son épée contre sa poitrine et regarda Seung-woo avec de la peur dans les yeux.
Les autres étudiants chuchotaient. Le personnage principal ne pouvait pas comprendre de quoi il parlait et quel genre de gobelins et d'or il pourrait y avoir si c'était le monde réel et non un jeu fantastique. L'inscription sur la table changea et le jeune homme lut que les morts étaient maintenant sous son contrôle. Le système a signalé que les squelettes de gobelins deviendraient désormais les subordonnés de Sun Wu. Le personnage principal pointa son doigt vers la table et écarquilla les yeux, ne comprenant pas ce qu'il venait de lire. Soudain, la foule a crié quand elle a vu le feu bleu derrière Sun Wu. Les flammes des néons devenaient de plus en plus grandes. Le personnage principal regardait ce qui se passait avec stupéfaction. Il vit le squelette de quelqu'un se former dans le feu bleu. Le personnage principal a écarquillé les yeux quand il a vu quelque chose. Maintenant, au lieu d'un gobelin aux yeux jaunes vifs, un squelette aux orbites vides regardait Sun Wu. Les flammes au néon sortaient des trous du crâne. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il s'agissait de sa capacité, ce qu'on appelle la nécromancie. Le squelette restait silencieux et immobile tandis que le feu sortait de ses orbites. Soudain, 2 autres gobelins ont couru dans le bureau en criant agressivement. De petits monstres aux yeux immenses riaient, serrant un poignard dans leurs mains. Les étudiants ont crié d'horreur quand ils ont vu de nouveaux monstres arriver en courant. Sun Wu se figea d'horreur en regardant les gobelins rieurs. Le système informait le personnage principal que ces morts-vivants attendaient des ordres. Le jeune homme serra la mâchoire et porta ses sourcils à l'arête de son nez, ordonnant mentalement à son subordonné de tuer les gobelins. La seconde suivante, le squelette se leva du sol et ses orbites brillèrent de 1000 feux. Les gobelins regardèrent les morts vivants sous le choc, se tuant de peur. Le squelette posa alors une main osseuse sur la tête de l'un des monstres et y plongea un couteau. Le gobelin repoussa les morts vivants loin de lui d'un mouvement habile. Puis les 2 monstres attaquèrent le squelette. Cependant, il n'a pas abandonné et a fait face à 2 ennemis en même temps. Soudain, l'un des gobelins trancha l'humérus du mort-vivant. Le squelette ouvrit la bouche comme s'il souffrait. Sun Wu, regardant le combat, est arrivé à la conclusion qu'il devrait les combattre seul si rien n'était fait. Le personnage principal pensait que les gobelins étaient des adversaires faciles, mais ils n'avaient pas de bonnes armes. Sun Wu se retourna et tendit la main vers Minso, lui demandant de lui remettre l'épée. Minso, serrant l'arme contre sa poitrine, ne comprenait pas pourquoi, et le personnage principal a crié qu'il allait tuer les monstres. Minso cria férocement que l'épée lui appartenait, puisqu'elle lui était tombée. Sun Wu fronça les sourcils, pointa son doigt vers les gobelins et dit que dans ce cas, le jeune homme devrait les tuer lui-même. Les gobelins, quant à eux, devinrent furieux et se battirent avec encore plus d'efforts. Minso a vu cela et a crié de peur. Sun Wu a pris une chaise et a dit que son camarade de classe ne faisait qu'éplucher des pommes de terre avec un tel zèle. Le personnage principal, tenant une chaise dans ses mains, a couru vers les gobelins en criant fort. Sun Wu a ensuite jeté une chaise sur les monstres, facilitant le travail de ces morts-vivants. Le squelette, tenant un poignard dans une main, s'est immédiatement précipité vers les ennemis. Il frappa les gobelins avec son couteau sans arrêt alors qu'il laissait échapper des gémissements lourds et douloureux. Sun Wu observa attentivement la situation et essuya la sueur de son visage, et le système l'informa qu'il avait reçu 20 pièces d'or pour avoir tué des monstres. Du sang frais et écarlate des ennemis coulait de la pointe de la dague. Le squelette avec un bras survivant regarda silencieusement son propriétaire. Il marcha ensuite lentement vers Sun Wu sur ses courtes jambes osseuses. Les morts-vivants regardaient le personnage principal avec leurs énormes orbites vides, dans lesquelles le feu brûlait. Le jeune homme regarda son subordonné avec horreur. Le squelette ne bougeait toujours pas, ne quittant pas Sun Wu des yeux. Puis le jeune homme a demandé à son subordonné de se détourner parce qu'il était mal à l'aise de le regarder. Le personnage principal a vu que le squelette était tombant et a pensé qu'il était bouleversé. Sun Wu vit à nouveau l'inscription indiquant que les morts étaient maintenant sous son contrôle. Le système vous demandait d'appuyer sur l'écran de la table pour obtenir des informations détaillées. Le professeur Kim, debout derrière une barricade de chaises, demanda ce qui se passait, et Sun Wu répondit qu'il ne savait pas. Soudain, de quelque part, j'ai entendu quelqu'un crier fort, demandant de l'aide. La fille au pull rouge, avec de l'inquiétude sur le visage, a dit au professeur qu'elle ne pouvait pas joindre la police. Le personnage principal a regardé le professeur avec méfiance lorsqu'il a dit que des attaques se produisaient sur tout le campus. Sun Wu regarda les rideaux noirs et vit une lumière brillante briller de l'espace entre eux. Le jeune homme ouvrit les rideaux et regarda par la fenêtre. Le personnage principal a vu comment toute la ville était plongée dans le feu, et est arrivé à la conclusion que cela se produisait dans tout le pays. D'autres étudiants ont également couru à la fenêtre et ont regardé avec horreur les explosions et les incendies. Sun Wu fronça les sourcils et pensa avec panique que ces attaques pourraient même se produire partout dans le monde. Le bureau était à nouveau plongé dans l'obscurité, et le cadavre de l'homme tué par les gobelins gisait toujours sur le sol. Soudain, un homme en chemise blanche a ouvert la porte et a crié qu'il ne pouvait pas rester ici. Même le ciel au-dessus de la ville est devenu rouge à cause de la grande quantité de feu. Un étudiant en pull violet a invité tout le monde à se rendre sur le parking. Les gens s'arrêtaient quand ils voyaient des gobelins dans le couloir. Les monstres tenaient des poignards ensanglantés dans leurs mains et souriaient d'un air prédateur en regardant leurs victimes potentielles. Les gobelins se préparèrent à attaquer,
et les étudiants s'enfuirent de peur. Une fille aux longs cheveux blonds, des larmes coulant sur ses joues, étendit son bras vers l'avant alors qu'un monstre volait vers elle par derrière. Les squelettes combattaient les gobelins sans pitié. Sun Woo se leva et regarda silencieusement le combat. Le jeune homme s'est retourné et a crié qu'il allait retenir les gobelins pour que les autres puissent s'échapper. Sun Woo pointa son doigt vers les morts-vivants, précisant qu'ils seraient ceux qui détiendraient les monstres. Les étudiants ont rapidement couru vers la sortie, hurlant de peur. Sun Woo voulait dire à tout le monde de se serrer les coudes, mais personne ne l'écoutait plus. Puis le jeune homme pensa qu'il n'était pas en charge ici, donc il pouvait faire ce qu'il voulait. Le personnage principal est arrivé à la conclusion que rien n'est clair sur les règles de ce jeu, mais qu'au moins les règles générales doivent être suivies. Sun Woo était heureux qu'on lui ait donné de la classe, et avec elle, du pouvoir, parce qu'il y avait des monstres hostiles qui erraient autour. Le jeune homme serra la main dans un poing, fronça les sourcils et pensa que plus il se battait, plus il avait de chances de survivre. Sun Woo a regardé le combat entre les monstres et les morts-vivants et a pensé que l'essentiel maintenant est qu'ils se battent pour lui. L'un des gobelins donna un coup de coude au squelette dans le crâne. Puis le gobelin, souriant furieusement, commença à attaquer l'autre squelette. Le monstre continuait à frapper les morts-vivants. Puis le gobelin balança son poignard et hurla sauvagement. D'un seul mouvement, le gobelin trancha le crâne de l'un des squelettes et sa tête s'envola dans les airs. Ce crâne est tombé sur la jambe du personnage principal. Le visage de Sun Woo montrait du désespoir lorsque le système a dit que l'un de ses subordonnés était allé à la mort éternelle. Le jeune homme fronça les sourcils, mentalement maudit et pensa qu'il devait gagner. Les gobelins étaient blessés, mais se tenaient toujours fermement sur leurs pieds et regardaient agressivement les morts vivants. Puis les monstres aux yeux jaunes se précipitèrent dans la bataille avec un rugissement bruyant. Les squelettes hurlèrent également, se préparant à repousser l'attaque. Les 4 petites créatures entrèrent en collision dans un rugissement assourdissant. Sun Woo a serré les poings en signe de victoire et a souri en recevant 20 pièces d'or pour avoir tué ses ennemis. Les squelettes regardèrent le personnage principal, et il se gratta l'arrière de la tête et les félicita. Le jeune homme fut surpris quand il vit qu'il avait atteint le 2e niveau. Sun Woo posa son doigt sur son menton et se demanda s'il y avait des caractéristiques en plus des niveaux. Le jeune homme a vu son dossier, où l'on pouvait s'informer sur son niveau et ses capacités. Le personnage principal a suggéré que les points devraient augmenter au fur et à mesure que le niveau augmente. Soudain, 5 énormes cartes sont apparues devant le personnage principal, et le système lui a dit de choisir l'une d'entre elles pour passer au niveau suivant. Le jeune homme pâlit car il se rendit compte que ce choix serait complètement aléatoire. Sun Woo a froncé les sourcils de concentration, disant que c'est généralement la chose la plus importante dans les jeux. Le personnage principal a pris l'une des cartes offertes. Le système indiqua que la limite de subordonnés avait été augmentée, et le jeune homme se retourna brusquement, regardant les squelettes flamboyants d'un feu bleu. Le jeune homme regarda ses 4 subordonnés tandis que le système l'informait qu'il n'avait pas assez de points de mana. Sun Woo regarda la table holographique avec une expression perplexe. Les squelettes regardèrent le jeune homme avec satisfaction quand il dit qu'il n'était pas très cher. Sun Woo a alors dit qu'il en avait marre de regarder ses subordonnés, et les squelettes sont immédiatement tombés. La pièce grise était éclairée par une large fenêtre. Sun Woo s'assit sur le sol entouré de ses 4 subordonnés. Le jeune homme poussa un soupir de soulagement et dit qu'il allait lentement pomper. L'essentiel était de rassembler ses pensées, et jusqu'à présent, tout se passait bien. Le personnage principal a serré la mâchoire et a ajouté que son objectif est la survie, et que cet objectif devrait devenir tout pour lui. Sun Woo se leva du sol, se disant qu'il sortirait certainement d'ici. Pendant ce temps, dans la rue, les gobelins attaquaient les gens en masse, hurlant de douleur et de peur. Le personnage principal l'a vu et est arrivé à la conclusion que c'était encore pire à l'extérieur, mais qu'il était également impossible de s'asseoir à l'intérieur. Le jeune homme se détourna de la fenêtre, disant qu'alors il ne survivrait certainement pas. Sun Woo décida que les squelettes iraient de l'avant et qu'il les suivrait, alors qu'une créature en botte avec des jambes osseuses descendait les marches. Le piétinement résonna. Le jeune homme, serrant les dents sous l'effet de la tension et respirant fortement, monta rapidement l'escalier en courant, un poignard sur la poitrine. Soudain, un squelette avec des crocs et une lueur bleue provenant d'orbite vide entra en collision avec Anneau effrayé, le regardant droit dans les yeux, et tous deux ne firent aucun bruit. L'instant d'après, réalisant l'horreur de la situation, le gars a commencé à crier hystériquement, la bouche grande ouverte, et des larmes ont coulé de ses yeux. Après avoir fermé les yeux et serré une main dans un poing, Anneau pointa son autre main avec un poignard avec un cri furieux sur le crâne nu de la créature, et après un coup aussi puissant, un éclair apparut. Sun Woo, serrant les dents, observa la réaction de son ami sous le choc, debout à côté du petit mort-vivant. En entendant la voix de l'homme, Anneau, tenant la lame tremblante, le regarda avec des yeux tachés de larmes, d'où coulaient encore des larmes, et recourba sa bouche d'horreur. Lorsqu'Anneau, pointant un poignard sur 3 petits squelettes, demanda furieusement ce qui se passait, le nécromancien s'approcha du jeune homme de bonne humeur, faisant des gestes avec ses mains et expliquant que les créatures étaient ses gardes du corps. Debout sur les marches entourées de morts-vivants,
Sun Wu claqua des doigts et demanda si l'autre personne avait choisi une carte de classe, et il répondit qu'il était devenu un voyou, se tordant la bouche d'insatisfaction. Le personnage principal a levé la main sur son front et a précisé combien d'étoiles Anno avait sur la carte, et il l'a seulement regardé avec un regard perplexe. Soudain, le jeune homme s'en rendit compte et, avec un sourire inspiré, il leva l'index, annonçant qu'il avait une étoile, comme le Major, et suggérant que c'était bon. Doutant de cette théorie, Sun Wu prit un air perplexe, et tous les petits squelettes qui l'entouraient lui emboîtent le pas. Maintenant, les deux gars, en compagnie de petits morts-vivants, descendaient un escalier sombre, et le nécromancien a déclaré qu'il cherchait un endroit sûr, après quoi il a demandé à son ami de ne pas avoir peur des créatures ressuscitées aux orbites lumineuses. Une fenêtre système bleu est apparue devant Sun Wu, l'informant qu'il y avait un effet de synergie lorsqu'on jouait dans une équipe, ce qui l'a grandement intrigué. Une autre notice détaille la liste des synergies, parmi lesquelles se trouvait le poignard du voleur. Tandis que Anno lisait la tablette la bouche ouverte avec stupéfaction, le nécromancien lui jeta un regard pensif, mettant sa main sur son menton. Une image de 4 squelettes armés et d'un anneau perplexe derrière eux apparut dans la tête de Sun Wu alors qu'il commençait à réfléchir à la façon dont il pourrait obtenir un buff en collectant plusieurs armes de la même classe. Le crâne de mort-vivant pixelisé avec des orbites lumineuses a augmenté en échelle après que le gars ait conclu que l'effet s'étendait aux créatures ressuscitées. Sun Wu continua à porter sa main à son menton et, regardant de côté avec curiosité, conclut joyeusement que c'était une excellente perspective. Le gars en basket noire a soigneusement avancé d'un pas à l'autre au son des os qui craquent. Les 3 squelettes s'arrêtèrent sur le palier, remarquant les ennemis dans le coin non éclairé et préparant leurs lames à attaquer. Des gobelins maléfiques et hargneux avec des crocs et des yeux jaunes brillants émergèrent de l'obscurité vers les morts vivants, et derrière eux se tenait leur chef menaçant de taille colossale. Le plus grand monstre coiffé d'un casque avec de longs crocs saillants jetait un regard furieux sur ses adversaires, émettant des sons étranges. Anno, debout derrière Sun Wu perplexe, pointa son doigt vers le monstre et précisa bruyamment avec peur s'il s'agissait vraiment du chef de l'escouade de gobelins. Les petits monstres reculèrent de peur alors qu'une lueur bleue commençait à émaner des morts vivants, et des notifications système apparurent pour les informer que les statistiques du groupe de gobelins avaient été réduites en raison de l'odeur de la capacité de mort. De petits monstres aux yeux jaunes ouvrirent leur bouche à crocs et furent couverts de sueur froide de peur, et l'un d'eux se cacha même derrière le grand chef, serrant les dents de tension. Le personnage principal a froncé les sourcils et plissé le nez, après quoi il a conclu qu'ils avaient de la chance. Les squelettes enragés, engloutis dans une lueur magique, se précipitèrent furieusement sur leurs adversaires en hurlant. Les gobelins attaqués tombèrent au sol et, effrayés, tendirent la main au chef, espérant être sauvés, et le couloir sombre fut éclairé par l'éclair de l'attaque. Les squelettes attaquèrent sans pitié les monstres aux yeux jaunes avec de petits poignards et les jetèrent au sol, leur infligeant des blessures au couteau qui envoyèrent des éclaboussures de sang dans toutes les directions. Xianggu se tourna avec un sourire vers Anno, qui regardait le combat et, agitant ses bras avec des armes, s'exclama joyeusement. Le chef à ce moment-là jeta un regard maléfique sur les gars, étincelant de ses grands yeux jaunes. Soudain, le voyou leva son poing massif, voulant porter un coup puissant et venger ses subordonnés blessés et tués. Une lueur orange vive se forma autour du puissant poignet du monstre, et la main passait maintenant à travers le cercle magique. Lorsque toute la zone au-dessus des têtes du groupe de gobelins fut éclairée d'une lueur brillante, le système envoya une notification bleue avertissant que le chef au regard féroce avait activé la technique de la fureur sauvage. Il a également été rapporté que les gobelins sont devenus plus forts sous contrôle, et une créature aux yeux jaunes a commencé sans crainte à attaquer le squelette, après quoi de l'énergie orange a scintillé dans ses orbites. Maintenant, les gobelins se battaient furieusement contre les morts vivants, brisant les membres osseux et frappant avec des poignards. Anno se tourna vers le haut et, observant le combat avec inquiétude, demanda à Sun Wu s'il était temps de quitter cet endroit, et lui, sans bouger, avec un regard perplexe, dit qu'il était encore tôt. Inquiet pour l'escouade de morts vivants, le personnage principal a commencé à transpirer et a conclu qu'il était maintenant nécessaire de mieux étudier l'ennemi. Observant attentivement les cryptes qui se battaient férocement, le nécromancien réfléchissait à ce qu'il devait faire si ses subordonnés étaient prêts à exécuter l'un de ses ordres. Le chef des gobelins souriait joyeusement, ses crocs saillants, tenant un poing levé tandis qu'un cercle magique était dessiné au-dessus de sa tête en mana orange. Un éclair bleu brilla brusquement dans les yeux de Sun Wu alors qu'il s'exclamait qu'il avait élaboré un plan, et une lueur plus puissante apparut dans les orbites du squelette. Les morts vivants croisaient les lames avec les gobelins. Des éclairs de coups puissants scintillaient sur le champ de bataille. Quelqu'un a volé dans les airs. Le squelette sauta haut, levant un poignard au-dessus de sa tête et se préparant à attaquer, se précipitant vers le chef des gobelins avec un regard menaçant, tandis que des créatures aux yeux rouges l'observaient depuis le sol. Les morts vivants volaient dans les airs vers l'ennemi, leurs orbites vides brillaient de mille feux.
Le chef des gobelins leva les yeux, choqué, vers l'ennemi qui approchait. L'instant d'après, la main du voyou avec le bracelet orange tomba au sol avec fracas. Le chef massif des monstres en colère, avec des larmes apparaissant dans ses yeux de douleur, regarda l'endroit où se trouvait la paume il y a une seconde, et maintenant seul le sang suintait, et laissa échapper un grognement furieux. Le squelette qui s'envola vers le chef des gobelins atterrit doucement sur le sol avec un regard déterminé. Le voyou féroce balança furieusement son bras et jeta son adversaire à l'écart d'un coup puissant. À ce moment-là, les gobelins aux yeux jaunes continuaient d'attaquer les morts vivants avec un regard féroce, les transperçant avec des poignards. L'un des squelettes dans le crâne intensifia le mana bleu, et la lueur commença à jaillir non seulement des orbites, mais aussi de la bouche grande ouverte. Les morts vivants, avec une force croissante, se levèrent et commencèrent à traiter sans pitié les gobelins avec des armes, et pour chaque meurtre, le système attribuait 10 pièces d'or. Au fur et à mesure que le nombre de monstres aux yeux jaunes diminuait, de plus en plus d'éclaboussures sanglantes s'élevaient dans les airs, et de nombreuses notifications bleues apparaissaient, informant de la prochaine récompense. Le chef des gobelins enragé balança furieusement son arme et grogna en combattant les morts vivants. Maintenant, simultanément, 3 squelettes avec une lueur brillante dans leurs orbites se préparaient à riposter, serrant fermement leurs poignards et souriant avec colère. Alors que le chef des gobelins levait furieusement sa lance, 3 des subalternes ressuscités du nécromancien lui infligeaient des coups de poignard, d'où du sang giclait. Baissant la tête et serrant ses plaies ouvertes, le voyou grogna de fatigue. L'un des squelettes regarda attentivement le chef gobelin tombé mort au sol, après quoi le système notifia qu'il avait reçu jusqu'à 50 pièces pour avoir tué le chef de l'escouade. Anno, debout derrière Xiongwu, regardait avec plaisir les morts vivants s'occuper des gobelins, les yeux écarquillés. Les 2 gars descendirent les escaliers et traversaient maintenant le champ de bataille à travers les corps sans vie de monstres aux yeux jaunes. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, entourant le chef gobelin mort, Anno pointa son doigt vers la lance lumineuse et la main coupée du monstre, informant son ami que des objets étaient tombés des adversaires. Xiongwu regarda son poignet avec un regard incertain, mettant le bracelet du chef des monstres. Dans son autre main, le gars serrait fermement l'arme. Une tablette bleue flottait à côté de la pointe de la lance, fournissant des informations détaillées sur l'objet reçu. Son nom, sa classe, son type et son effet. Une notification similaire est apparue près du poignet, décrivant le bracelet Wild Madness. Les squelettes se déplacèrent rapidement dans la pièce sombre lorsque le système notifia que leur vitesse d'attaque avait été augmentée. Un grand panneau est également apparu contenant des informations sur la capacité Wild Madness, qui augmente l'attaque et le temps de recharge des mercenaires gobelins. En regardant le bracelet sur sa main avec étonnement, Xiongwu a conclu qu'il avait acquis une bonne capacité avec l'artefact. Le squelette d'en face regarda attentivement son propriétaire avec des orbites luisantes, baissant la dague. Puis le nécromancien, avec un sourire, posa sa tête sur la tête osseuse du bonnet en lambeaux, félicitant sincèrement le garde du corps pour le travail accompli. Après cela, le gobelin ressuscité ouvrit la bouche, les crocs clignotèrent et le mana bleu commença à disparaître de ses orbites. Xiongwu montra les dents de mécontentement et tendit la main devant lui demandant de ne plus recommencer, tandis que Anno à proximité était horrifié, mettant ses mains sur son visage. Alors que le personnage principal regardait autour de lui dans l'obscurité, un ami derrière lui, étendant son doigt sur son menton, a clarifié avec perplexité où ils iraient, ce à quoi il a reçu la réponse qu'il devait d'abord sortir du champ de bataille, puis réfléchir. Des gens effrayés se pressaient et bavardaient dans le bâtiment jusqu'à ce que seule une lueur orange soit visible derrière les portes vitrées. Avançant le long d'un couloir sombre, entouré d'assistants squelettes, Xiongwu fut stupéfait de réaliser qu'il y avait des gens devant lui. Après cela, le nécromancien indiqua une porte ouverte sur le côté, ordonnant aux morts-vivants de s'y cacher pour ne faire peur à personne, et Anno ferma les yeux et, croisant les bras, hocha la tête. Toute la foule regardait la bouche ouverte le gars qui sortait avec un bracelet à la main, tandis que le jeune homme en blouson aviateur devant lui agitait les mains, essayant de calmer les gens. Le membre du conseil étudiant a placé sa main sur sa poitrine avec un regard suffisant, annonçant bruyamment qu'ils avaient déjà contacté la police et qu'ils travaillaient également à déterminer la cause de l'incident. L'un des étudiants, entendant cela, a crié furieusement au gars, exigeant d'ouvrir les portes, près desquelles il y avait un garde armé. Le fier gars du conseil étudiant secoua la tête et leva sa paume, déclarant fermement que les portes resteraient fermées quoi qu'il arrive. La jeune fille poussa un cri de rage, continuant à lui montrer le passage, et l'interlocuteur, lui tendant la main, demanda à se calmer et à l'écouter. Xiongwu, une lance à la main, sortit de derrière le membre du conseil des étudiants, sans détacher son regard curieux, tandis que Anno, quant à lui, regardait son ami avec perplexité. Le personnage principal a conclu que la réputation du fier Casanova Chonsok passe avant tout.
En regardant sa nouvelle arme, Sun Woo se demanda avec stupéfaction comment un tel type avait pu être accepté dans le conseil des étudiants. Soudain, Chonsok est devenu furieux, criant furieusement qu'il ne devait pas s'approcher du passage parce que c'était dangereux. Le personnage principal et son ami, atteignant les poignées de porte, se sont retournés sous le choc lorsqu'ils ont entendu un cri qui leur était adressé. Le membre du conseil des élèves, après une réaction inadéquate, expirait, couvert de sueur. Il a soudainement pris un air amical et, tendant la main au gars, s'est excusé d'être un peu nerveux. Sun Woo regarda le gars avec une légère inquiétude, sentant qu'il deviendrait un obstacle, et Ano fronça profondément les sourcils. Chonsok, tenant un bouclier noir dans une main et plaçant l'autre sur sa hanche, demanda curieusement si le personnage principal avait tiré une carte. Il répondit par l'affirmative, puis désigna son ami, qui s'inclina en guise de salutation. Le membre du conseil des étudiants se gratta l'arrière de la tête avec un froncement de sourcils, se souvenant du jeune homme présenté et déclarant qu'il assistait rarement aux cours. Deux gars armés ont regardé attentivement Chonsok, qui, signalant que les choses allaient mal, les a invités à les rejoindre. Plissant sournoisement les yeux, l'étudiant aux cheveux longs clarifia dans quelle classe se trouvait Sun Woo. Le nécromancien, tenant fermement la lance, jeta un regard interrogateur à l'arme lorsque Chonsok décida avec confiance qu'il était un guerrier. Le membre du conseil des étudiants leva alors son bouclier avec un sourire malicieux, montrant la carte du guerrier défenseur 2 étoiles et déclarant qu'il avait déjà attrapé des gobelins. Après cela, il a pointé son pouce derrière son dos, invitant les gars perplexes à se cacher derrière lui si quelque chose se passait. La conversation fut interrompue par le mincieux à lunettes qui se précipita vers Chonsok, qui, paniqué, annonça bruyamment qu'il avait entendu des gobelins dans la direction de l'escalier. Le leader autoproclamé a montré la porte de la cafétéria, demandant à la foule de se taire et d'entrer. Alors que les étudiants aux visages effrayés se dirigeaient vers l'intérieur du café, Chonsok frappa du poing le bouclier, déclarant fièrement que lui et les autres guerriers protégeraient l'entrée. Pointant du doigt le côté, Xiangwu appela Ano avec un regard concentré. Maintenant, les deux amis se tenaient devant les portes vitrées, derrière lesquelles du mana orange vif se répandait. Illuminés par la lueur chaleureuse, les gars ont levé les yeux avec perplexité, remarquant quelque chose de choquant. Il y avait une chaîne avec une serrure sur les portes, sous laquelle pendait un panneau informant que l'entrée était scellée par la magie, et qu'elle ne pouvait être ouverte qu'en battant le boss monstre dans le temps imparti. Sun Woo commença à tirer furieusement sur la poignée de la porte, concluant avec insatisfaction qu'elle ne bougeait même pas légèrement à cause de ses efforts. Regardant de côté avec inquiétude, Ano eut des sueurs froides et demanda s'il mourrait s'il ne réussissait pas à terminer la quête. Le nécromancien, une lance à la main, se retourna et conclut avec mécontentement qu'il valait mieux suivre les instructions pendant que son ami se tenait à moitié côté, l'attendant. Le personnage principal serra furieusement les dents, concluant mentalement que quiconque ne pourrait pas prendre ce qui se passait au sérieux serait tué. Jang Sok, pointant du doigt Minceau, appela Sun Woo avec un sourire satisfait et lui demanda s'ils avaient le même âge. Se détournant, le gars à lunettes et en survêtement a confirmé l'hypothèse avec mépris. Après cela, Chong-sok a effrontément jeté ses mains sur les épaules des deux gars et, avec un regard sournois, a proposé de protéger tout le monde, ce dont il n'était pas particulièrement satisfait. L'étudiant Hirsute jeta un regard interrogateur à Sun Woo, clarifiant quel était le problème de s'unir et de sauver les autres tous les trois. Puis le personnage principal, pointant la porte, a demandé si Jang Sok avait vu un message sur la porte, et il s'est gratté la tête dans ses pensées et a répondu qu'il allait attendre l'armée. En entendant cela, Sun Woo attrapa son interlocuteur par l'épaule et commença à crier furieusement qu'il ne pouvait pas s'échapper comme ça. Jang Sok leva un sourcil et demanda avec mécontentement si le gars n'avait vraiment pas servi, mais il nie a cette hypothèse. Puis le membre aux cheveux longs du conseil des étudiants étendit les bras sur les côtés, lançant pompeusement des discours élogieux sur l'armée coréenne. Sun Woo a jeté un regard inquiet au gars et, serrant les dents, a mentalement traité son interlocuteur d'imbécile, car si le monde entier est dans une situation dangereuse, alors les soldats ne se soucieront pas des étudiants. Après cela, le personnage principal a commencé à s'éloigner avec un regard irrité en compagnie de Ano, tandis que Jong-seok se retournait et lui criait dessus avec colère. L'étudiant Hirsute resta avec le dos dû, criant au gars d'aller vers les autres et de ne pas se mettre en travers du chemin. Soudain, Min-su a crié d'horreur, a remarqué les gobelins, et la panique a soudainement été transmise à Jong-seok. Xiangwu et Ano se tenaient en haut des escaliers, regardant une escouade de monstres féroces aux yeux jaunes descendre. Les étudiants de la cafétéria regardaient avec peur à travers les portes vitrées, et l'étudiant Hirsute, ayant préparé un bouclier, décida de protéger les autres. Un jeune homme avec un arc à la main pointa avec horreur vers le couloir, criant que des gobelins sortaient de là. Dans un passage sombre se tenait une escouade de squelettes avec des armes et des orbites lumineuses. En les voyant, Jong-seok poussa un grand cri d'horreur et leva son bouclier. Xiangwu apparut devant lui, brandissant menaçant une lance et exigeant de ne pas toucher ses assistants. Le nécromancien commença à avancer,
agitant son arme et expliquant que le chef ne devait pas agir imprudemment. Jeon-seok regarda le gars avec stupéfaction, lui demandant furieusement de quelle classe il était. Le regardant avec des yeux bleus brillants, Sun-woo annonça qu'il avait la meilleure classe. L'odeur de la mort a été activée, après quoi beaucoup plus de mana a commencé à suinter des squelettes. Les gobelins affaiblis regardèrent avec horreur la lueur bleue s'approcher. Ils ont commencé à paniquer lorsque des crânes effrayants avec des crocs ont commencé à apparaître dans le mana. Xiangwu, qui avait de puissants courants d'énergie sortant de ses yeux, jeta un regard furieux à ses adversaires sous ses sourcils. Pendant ce temps, les gens dans la cafétéria paniquaient et faisaient du bruit en regardant ce qui se passait à travers les fenêtres. Un groupe de gars regarda à travers la vitre sous le choc, voyant les gobelins s'approcher. Jeon-seok ouvrit la bouche d'horreur et jura, ne comprenant pas ce qui se passait. Dans un couloir étroit, les gobelins se livrèrent à une furieuse bataille avec les squelettes, les deux camps armés de poignards. L'une des créatures aux crocs aux yeux jaunes, assise sur le sol après le coup, agrippait sa tête endolorie. À certains endroits, les attaques provoquaient des éclairs brillants, dans lesquels les gobelins hurlaient furieusement. Xiangwu tenait sombrement la lance devant lui à deux mains, se préparant à attaquer. Deux créatures osseuses ressuscitées combattaient maintenant les gobelins, qui revenaient des coups puissants. Le nécromancien commença brusquement à balancer sa lance, abattant les adversaires qui tentaient de fuir dans la panique. Chong-seok, se couvrant d'un bouclier, regardait le combat avec horreur, tandis que Min-su effrayé se cachait derrière lui, couvrant sa bouche. Les deux gobelins ouvrirent grand leurs yeux jaunes, tremblant de peur de l'homme. Sun-woo, baissant son poing vers le sol, cria furieusement pour que les monstres ne soient pas autorisés à partir, et demanda à bloquer les escaliers. Deux assistants squelettes de combat avec des poignards sont immédiatement apparus dans les airs, bloquant la retraite des adversaires, et des éclairs scintillaient sous leurs pieds à grande vitesse. Voyant cela, le nécromancien serra la main dans un poing et cria de joie. Après cela, le gars, serrant les dents, a jeté un coup d'œil en arrière avec inquiétude, pensant que si quelqu'un découvrait ses capacités, il compterait sur lui pour le sauver. Une image de héros armés affrontant le monstre a fait surface dans la tête du personnage principal lorsqu'il a décidé qu'il ferait équipe avec les gars et vaincrait le boss. Alors que le squelette poignardait furieusement le gobelin avec sa dague, une fenêtre système apparut indiquant qu'une dague de voleur avait été utilisée. Lorsque Sun-woo activa le bracelet, créant un cercle magique et une lueur orange, une notification annonça l'essence de l'artefact. Maintenant, le gars regardait ses squelettes avec de l'énergie orange combattre des gobelins sans trop de difficultés, concluant mentalement qu'il devait y avoir de pires adversaires dans ce jeu. Les élèves observèrent le nécromancien avec stupéfaction, réalisant qu'il pouvait contrôler les morts vivants. Une fille choquée a écarquillé les yeux et a demandé de quelle faculté venait le nécromancien, à quoi on lui a répondu qu'il venait de l'écriture. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, des squelettes rampaient sur le sol tandis que l'un des gobelins les attaquait et tentait de s'échapper. Remarquant cela, Xiangwu balança furieusement sa lance et serra les dents. Il frappa la pointe de l'arme directement dans le bas du dos du petit monstre, le soulevant dans les airs et le transperçant, après avoir vaincu le gobelin. Le gars leva les yeux et expira de soulagement, réalisant qu'il avait réussi. La foule, qui regardait depuis les coulisses, s'est réjouie et encourage le héros. Deux hommes heureux discutaient joyeusement de Sun-woo, et tout le monde était calme pendant que le nécromancien était à proximité. Les cadavres des monstres gisaient sur les tuiles, autour desquelles le sang se répandait en flaques d'eau. En descendant les escaliers, Xiangwu regarda autour de lui avec stupéfaction et ne trouva aucun objet, et ses assistants squelettes se tenaient à proximité. Soudain, une notification du système est apparue devant le personnage principal, l'informant d'une récompense pour les meurtres sous la forme d'un billet de loterie avec une cote illimitée. Le nécromancien jeta un regard vide sur la tablette, car il ne pouvait pas utiliser le cadeau en raison du manque d'inventaire. Alors que Sun-woo mettait le billet dans sa poche, des squelettes et anneaux ont commencé à s'approcher de lui des deux côtés, et le gars a félicité son équipe pour le travail qu'ils avaient fait. Soudain, les créatures ressuscitées ont commencé à claquer terriblement leurs crocs en chœur, et le personnage principal, très effrayé, leur a demandé de ne pas le faire. Deux gars, entourés de squelettes, sont descendus calmement de l'escalier où se tenaient quatre gars. Levant un sourcil et lançant la lance par-dessus son épaule, Xiangwu conclut avec un sourire que c'était utile. Chansok, entendant cela, regarda le gars avec honte, tordant sa bouche et éclatant de sueur froide. Les gars se sont dirigés vers les portes de la cafétéria. Maintenant, en plus de la foule d'étudiants et de défenseurs effrayés, il y avait une escouade de squelettes curieux à l'intérieur. Xiangwu s'adressa sérieusement à la foule, mentionnant le message sur la porte, et tout le monde commença à paniquer et à demander ce qu'il devait faire. Pointant du doigt le panneau brûlant, le personnage principal a déclaré que la solution était dessus, et a dit que le patron des monstres se trouvait quelque part. La foule a commencé à se regarder paniquée, ne voulant rien faire. Sun-woo tendit deux doigts, indiquant qu'il leur restait environ autant d'heures pour vaincre le monstre principal.
Un assistant squelette se tenait devant le nécromancien pendant qu'il prononçait un discours inspirant pour motiver les gars à l'action. Un gars de la foule d'étudiants a levé la main avec un regard effrayé, disant qu'il avait vu le patron des monstres. Il s'est souvenu qu'il était sorti fumer sur le toit et qu'un énorme monstre hirsute y était apparu et avait tué sans pitié leur professeur. Puis Sun Woo leva la tête et décida fermement que leur objectif était maintenant le toit. Orange Mana a continué à brûler derrière les portes, et le personnage principal a précisé que personne d'autre ne l'accompagnerait. Les gars ont tous hésité et baissé les yeux, puis le nécromancien s'est tourné vers les défenseurs, mais ils n'ont pas non plus montré de détermination, toussant et se détournant de honte. Sun Woo conclut calmement qu'il espérait en vain de l'aide des autres, et Ano porta sa main à sa bouche, appelant son camarade dans un murmure, riant maladroitement et se grattant l'arrière de la tête. Le partenaire a admis qu'il voulait aussi rester ici, ce à quoi le personnage principal a répondu négativement avec un sourire. Puis Ano fut horrifié, tendant pitoyablement sa dague, mais Sun Woo fronça les sourcils et écarta une telle proposition. Les deux gars se retournèrent brusquement lorsqu'une question vint de derrière eux sur les actions à venir après que le monstre ait été vaincu par une fille armée. En regardant autour d'elle, la brune, la main sur la hanche, conclut qu'elle pouvait essayer d'atteindre le toit par les couloirs. Après cela, le chasseur de tigres Jizo a regardé de près le personnage principal, se souvenant qu'il avait des squelettes, et décidant que dans ce cas, il n'y avait aucun intérêt à prendre des lâches avec lui. La fille se retourna avec un regard féroce, ses yeux rouges flamboyants alors que les gars la regardaient sous le choc. Sun Woo jeta calmement un coup d'œil à Jizo, pensant qu'il valait mieux recruter plus de gars, car il ne connaissait pas les pouvoirs du patron. Le nécromancien se tourna vers Jang Seok avec perplexité, lui demandant s'il voulait se joindre, et il ouvrit la bouche sous le choc. Paniqué et couvert de sueur froide, l'étudiant commença à justifier pourquoi il devrait rester. Puis Sun Woo jeta un coup d'œil mécontent au lâche, qui avait essayé de paraître calme pendant tout ce temps. Le détachement de 3 gars a décidé de s'engager dans les passages sombres, car le voyage pouvait prendre beaucoup de temps. Le trio, entouré de squelettes, leva les yeux avec méfiance alors qu'il montait les marches. Tenant la balustrade, Jizo baissa les yeux pendant que le nécromancien calmait Ano. Une paire de gobelins en colère, les yeux jaunes scintillant dans l'obscurité, se précipita vers les gars d'en bas, ce dont la fille avertit ses partenaires par un cri. Xiang Wu et les squelettes prirent des positions de combat, et les mêmes petits monstres commencèrent à émerger d'en haut. Le personnage principal a crié de panique, demandant à ses deux partenaires de le couvrir. Jizo balança furieusement son katana, laissant des traînées rouges dans l'air et se précipita avec confiance vers l'un des gobelins. D'un seul coup, la fille traversa le corps de l'ennemi, et des gouttes de sang s'élevèrent dans les airs. Un autre gobelin, remarquant Jizo, commença à courir pour ne pas mourir de son attaque. Tout en volant, la fille regarda en arrière, remarquant le monstre en fuite. L'instant d'après, elle transperça le gobelin, le soulevant dans les airs alors qu'il hurlait de douleur. Le monstre, frappé par l'attaque, revint brusquement en arrière tandis qu'un épais sang coulait de sa blessure. Jizo, figé avec son katana baissé, regarda menaçante devant elle et prit une inspiration. Debout derrière elle, Ano écarquilla les yeux et ouvrit la bouche sous le choc, serrant la poignée de la dague à deux mains. Après cela, il se tourna vers Sun Woo avec un sourire, concluant joyeusement que son nouveau partenaire était très cool. Le gars sortit brusquement la pointe d'une lance du cadavre du gobelin, le long de laquelle coulait un filet de sang. Le nécromancien, entouré de squelettes et de cadavres d'adversaires, se retourna perplexe au son. Les morts vivants, errant parmi les corps sans vie des gobelins, se figèrent soudain avec des poignards dans leurs mains osseuses. Quand Sun Woo regarda Ano, Ano mit son doigt sur ses lèvres et conclut dans la panique que les paroles de Saint-Chin étaient vraies. Le nécromancien, poussant un soupir de soulagement, proposa de passer à autre chose avec un sourire. Ano et Jizo montèrent l'un après l'autre les marches non éclairées du long escalier. Lorsque le personnage principal s'est levé, il a été horrifié de trouver le corps du professeur Wang contre le mur dans une mare de sang. Sun Woo se dépêcha d'appeler l'homme mourant, et il reconnut la voix du jeune homme. Le gars a ouvert la bouche en panique, demandant comment se sentait le professeur, mais il pouvait à peine parler, crachant du sang. Le professeur Wang baissa la tête et sanglota amèrement, admettant que les étudiants étaient morts à cause de lui. Sun Woo regarda son interlocuteur avec horreur et lui demanda de se calmer, et lui, tremblant violemment, se souvint comment lui et les gars étaient allés au laboratoire. Le professeur a conclu qu'il ne pouvait pas y rester longtemps, alors il a suggéré de monter sur le toit. Ils ont eu un briefing d'urgence, alors ils sont partis sans crainte. Puis Sun Woo écarquilla les yeux et serra les dents de tension, se demandant ce qui s'était passé ensuite. Le professeur a dit qu'un monstre terrible est apparu sur le toit et a attaqué les gars. 3 partenaires, debout dans l'obscurité entourés de squelettes, ont commencé à regarder autour d'eux, crachant du sang entre ses dents. Wang a demandé à Sun Woo de ne jamais monter sur le toit. L'homme a attrapé l'homme choqué par la veste, exigeant qu'il survive. Après ces mots, le professeur Wang baissa la tête et mourut,
et le trio le regarda tristement. Le nécromancien serra fermement la lance dans sa main, englouti dans une lueur bleue. Du mana bleu scintillait au-dessus de la tête inclinée du sombre héros. Une fenêtre système apparut devant le jeune homme, l'informant d'une tâche exclusive pour venger la mort du professeur. En lisant la description, Sun Wo a décidé que le destin était un tournant qui pourrait changer toute sa vie. Le nécromancien serra les dents de tension et jeta un regard triste à l'homme, demandant à haute voix pourquoi tout cela devait leur arriver. Après cela, Xianwo monta résolument les escaliers avec les squelettes, et Anno en dessous demanda avec stupéfaction s'ils iraient vraiment sur le toit. Les gobelins ressuscités se tournèrent vers le gars d'un air interrogateur, attendant qu'il commence à bouger. Sun Wo jeta un regard menaçant vers le haut, fronçant profondément les sourcils. Le trio armé, accompagné de squelettes, fait irruption de manière décisive dans la chambre du patron, prêt à combattre le monstre. Le ciel orange brûlait sur le fond du toit, et une colonne de fumée s'élevait sur la gauche. Au sommet, un camp de fortune a été construit avec des huttes et un feu, rempli de féroces gobelins aux yeux jaunes. Les monstres examinèrent soigneusement les cadavres d'étudiants qui gisaient partout sur le toit. Regardant les outrages des monstres, Xianwo sourit avec colère et fronça les sourcils. Derrière lui, Anno pointait quelque chose au-dessus de lui dans la panique, ses yeux s'écarquillant et sa bouche s'ouvrant d'horreur. Au loin gisait le corps du camarade de classe du gars, que le gobelin mordait goulûment, levant la main dans une veste rouge. Jizo jeta un regard méprisant sur les viles créatures, serrant fermement la poignée de son katana et se préparant à attaquer. Anno regarda Sun Wo avec stupéfaction, qui leva brusquement la main avec le bracelet, serrant le poing, se demandant pourquoi des choses aussi terribles leur arrivaient. La pensée m'est venue à l'esprit que c'était dû à la faiblesse. Agitant la main, le nécromancien s'avança avec concentration et appela ses partenaires à le suivre, concluant qu'il devait devenir plus fort. En entendant le piétinement, l'un des gobelins se retourna avec stupéfaction, les yeux écarquillés. Il se précipita vers les deux autres parents, révélant leur équipement avec des poignards, et à sa manière, les avertit de l'approche des gens. Les gobelins cessèrent de courir, abandonnant toutes leurs affaires importantes. Tous les monstres se sont rassemblés en un seul endroit, entourant un trio armé d'étudiants qui sont arrivés sur le toit en compagnie de squelettes. Tandis que Xiangui regardait intensément les adversaires, Anno demanda avec un regard effrayé s'il ne vaudrait pas mieux pour eux de s'enfuir maintenant. À ce moment-là, les squelettes se tenaient à proximité, se préparant à la bataille, et le nécromancien conclut mentalement que les atrocités devaient être arrêtées. Déplaçant sa main sur le côté, le personnage principal serra le poing et le bracelet à son poignet commença à scintiller dans une lueur orange. Après cela, un cercle magique est apparu autour de la main, activant une puissante capacité. Une fenêtre système apparut indiquant que la folie sauvage avait été utilisée, augmentant les dégâts et la vitesse d'attaque pendant 10 minutes, et les étranges squelettes commencèrent à émettre une puissante lueur orange. Les gobelins hurlèrent furieusement, se précipitant vers leurs adversaires avec un regard menaçant. Cependant, les squelettes, créant une barrière d'eux-mêmes, ne laissèrent pas passer les monstres féroces. Un gobelin attaqua le squelette avec une dague, mais il tendit sa main osseuse devant lui, et la lame se coinça dans l'espace entre le rayon et Ulma. Un éclair brillant soudain illumina l'espace, se propageant en flot orange. Enveloppé d'une lueur brillante, le gobelin hurlait maintenant d'agonie alors que son corps était coupé en plusieurs endroits. Une bataille féroce a eu lieu entre les squelettes et les monstres aux yeux jaunes, et les deux camps ont attaqué l'ennemi sans pitié. En regardant le combat, Sun Wo a crié furieusement à ses coéquipiers d'utiliser les squelettes comme boucliers. Alors que la créature ressuscitée couvrait le nécromancien, il transperça furieusement les gobelins avec une lance. Les yeux de Jizo brillèrent d'un rouge féroce alors qu'elle traversait impitoyablement les corps de ses adversaires de petite taille. Un seul anneau se tenait derrière les combattants, inactif, serrant la poignée de son poignard de peur et demandant avec mécontentement pourquoi il avait choisi la classe des voleurs. Le jeune homme se mit à sangloter amèrement, criant offensé qu'au début il pensait que la classe choisie était cool, mais qu'en fait elle s'est avérée inutile. Après un peu d'hystérie, Anno tendit la main derrière son dos, sortit une dague de sa ceinture et sortit une arme compacte. Le gars ferma les yeux et, le lançant en avant, hurla furieusement. Le gobelin, les yeux jaunes exorbités, regarda avec horreur la lame frapper clairement la tête de son compagnon à proximité. Ayant légèrement ouvert les yeux, Anno, avec de la morve et des larmes, commença à être perplexe devant une précision aussi inattendue. Les gobelins se pressèrent autour du cadavre du monstre, une dague sortant de sa tête et du sang coulant. Le jeune homme s'est immédiatement souvenu qu'il était un maître du lancer, et une image de l'université lui est venue à l'esprit, où il jetait des couverts par la fenêtre avec un sourire. Remarquant l'approche du gobelin, Anno le frappa avec confiance avec sa main, de sorte que la petite créature s'envola en arrière. L'un des monstres regarda avec horreur un autre de ses proches à proximité être transpercé par un poignard. Anno écarte sa paume gauche, l'examinant attentivement. Prenant un air sérieux, le jeune homme, qui avait visiblement pris du poids, en conclut que c'était son talent.
3 gobelins sur fond de ciel orange se regardaient à ce moment-là, paniqués, tenant des poignards à portée de main. Une fenêtre système s'ouvrit, indiquant que l'odeur de la mort avait été activée, réduisant les caractéristiques des adversaires, et les squelettes commencèrent à dégager un puissant mana bleu, s'étendant bien au-delà de leurs corps osseux. Des crânes effrayants avec des crocs sont apparus dans les airs, dépassant les gobelins, qui fuyaient avec horreur. Un éclair brillant apparut parmi les choses sur le toit. Puis les monstres aux yeux jaunes tournèrent leur regard choqué vers la source de l'explosion, ouvrant leur bouche à crocs de peur. Sur fond de montagnes de choses, une créature féroce, poilue et de taille colossale est apparue, les yeux pétillants et tenant une massue massive sur son épaule. Les gobelins laissèrent brusquement tomber leurs poignards et tombèrent à genoux, s'inclinant respectueusement devant les plus forts d'entre eux. Xianggu et Anno regardèrent paniqués le chef qui était apparu, brandissant leurs armes devant eux, et l'assistant squelette lui emboîta le pas. Alors que la silhouette étrange du chef monstre apparaissait devant le trio d'étudiants sur fond de ciel orange vif, une fenêtre système s'est ouverte annonçant que le grand centurion était apparu. Les gobelins commencèrent à lever leurs poignards, les yeux jaunes flamboyants, et rejoignirent leur chef féroce, grondant et prêt à déchirer leurs adversaires. Xianggu, serrant les dents, balança brusquement sa lance et se précipita rapidement vers les monstres. À ce moment-là, plusieurs gobelins volèrent vers lui, étendant leurs bras pour tenter de l'atteindre. Fronçant les sourcils, le nécromancien ordonna avec colère à une escouade de squelettes et à ses partenaires de tuer tous les monstres. Une bataille féroce s'engagea, et le bruit du métal se fit entendre dans l'air alors que les adversaires croisaient férocement les lames. L'un des squelettes renversa impitoyablement le gobelin au sol et, l'immobilisant, leva sa dague pour frapper. Un puissant flux d'énergie a été activé sur le côté, démolissant les morts vivants. Levant sa massue au-dessus de sa tête, le chef des monstres grogna férocement et clignota des yeux. Voyant cela, Sun Wu a crié furieusement, avertissant les gars d'esquiver. Le grand centurion porta de puissants coups avec sa massue, brisant les squelettes en morceaux d'un seul coup, et des fragments d'os s'élevèrent dans les airs. Le nécromancien fronça les sourcils sur le champ de bataille alors que plusieurs notifications système indiquaient que les morts vivants étaient maintenant sous son contrôle, et une puissante lueur bleue commença à émaner des squelettes. L'un des assistants regarda avec stupéfaction l'ennemi se précipiter vers lui. Le chef des monstres balança avec colère son énorme massue, dispersant une escouade de morts vivants et fixant avec des yeux jaunes le squelette qui battait en retraite. À ce moment-là, Xianggu, serrant fermement les dents sous l'effet de la tension, vola rapidement vers le centurion en attaquant ses assistants. Le gars s'est arrêté devant le boss monstre, voulant sauver son combattant, et soudain, le système a signalé une forte réduction de mana, après quoi le personnage principal a conclu qu'il ne pouvait pas constamment ressusciter les squelettes. Après cela, un éclair brillant d'un coup puissant est apparu dans le ciel. De nombreux poignards volèrent à grande vitesse dans le bras musclé du grand centurion. Anno, lanceur d'armes, se tint debout, la main tendue, et, avec un sourire malicieux, lui demanda s'il pouvait aider à retenir le chef des monstres. Des poignards sanglants commencèrent à tomber lorsque le grand centurion, avec un regard féroce, commença à lever brusquement son poing pour frapper et émettre un grognement guerrier. Tao Anno la regardait avec panique, ne comprenant pas pourquoi le monstre était en colère, et Xianggu, regardant son partenaire avec perplexité, a dit qu'il l'avait frappé. Lorsque le grand centurion s'est précipité vers le gars bien ciblé, il s'est enfui avec des cris forts et des appels à la pitié. Les squelettes avec du mana rouge et bleu s'arrêtèrent, regardant avec stupéfaction ce qui se passait. Anno, continuant à s'enfuir, se réjouit et remercia les gars. Le féroce patron des monstres balaya immédiatement tous les morts vivants qui bloquaient son chemin, et des fragments d'os s'envolèrent dans les airs. À ce moment-là, un squelette volait furieusement par derrière vers le grand centurion, levant un poignard en l'air pour attaquer. Il enfonça brusquement la lame dans la chair du monstre colossal, et celui-ci montra immédiatement ses dents de manière menaçante, devenant encore plus féroce. Se retournant, le chef des monstres donna des coups de pied au squelette qui l'attaquait de toutes ses forces, et il revint brusquement. Alors qu'il volait, ses os ont commencé à s'effriter et des restes de mana orange sont sortis de ses orbites. Le grand centurion laissa échapper un rugissement guerrier et clignota des yeux lorsque Jizo commença à lever son katana derrière lui. La fille balança brusquement sa lame, frappant le chef du monstre d'un coup puissant, et la lame laissa une longue traînée brillante dans l'air. Serrant sa poitrine, le grand centurion grogna de colère tandis que Jizo attendait derrière lui. Elle se tenait fièrement au-dessus du gobelin colossal vaincu, katana baissé. Des traînées de sang étaient visibles sur le visage de la jeune fille lorsqu'elle a dit avec un regard menaçant qu'elle aimerait tuer le grand centurion d'un seul coup. En regardant les attaques de Jizo, Sun Wu conclut avec stupéfaction que tous ses mouvements étaient raffinés et significatifs, pas comme ceux d'une personne ordinaire. Jetant un coup d'œil à l'armée de morts vivants dans la lueur bleue, le gars décida sombrement qu'il devait lui aussi réfléchir à une stratégie. Le chef des monstres était maintenant assis sur ses genoux alors que des adversaires s'approchaient de lui de tous les côtés,
parmi lesquels se trouvaient des squelettes et le furieux Gizo. L'un des assistants du nécromancien commença à attaquer le gobelin colossal par derrière, et les autres l'attaquèrent également soudainement, dégainant des poignards. Xiongwu, levant rapidement sa lance, serra les dents avec une attitude féroce et s'envola vers le grand centurion. Un éclair lumineux apparut autour du corps du gobelin géant à la suite de nombreuses attaques ennemies. Lors d'un coup de lance, un morceau de son oreille s'est envolé. Grognant férocement, le chef des monstres attrapa sa tête et du sang jaillit de ses doigts, que le squelette observa de près. Il commença à attaquer violemment le grand centurion, qui commença à se couvrir de sa main. Xiongwu, debout derrière les squelettes, avait l'air mécontent lorsque le système signala une forte diminution du mana. Le chef des monstres montra les dents et, poussant un grognement, pointa son doigt vers l'avant. Le monstre pointa du doigt le squelette devant lui. Le reste des morts-vivants s'effondra. Puis le grand centurion sourit malicieusement, réalisant que les morts-vivants étaient à court de mana. Xiongwu, serrant les dents, regarda son adversaire avec colère et cria qu'il n'avait pas encore gagné. Puis le patron des monstres a commencé à balancer furieusement son énorme massue, brisant